Bonjour, j'ai invité cette semaine Martin Hirsch qui dirige l'Agence pour le service civique et qui raconte ses engagements dans un livre intitulé La lettre perdue. Martin Hirsch, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez d'écrire un livre intitulé La lettre perdue, c'est chez Stock, et qui est au fond une réflexion approfondie sur la notion d'engagement, sur le vôtre, sur celui de votre famille aussi, mais en même temps sur la notion même d'engagement et ce qu'elle peut porter pour l'avenir. Alors on va évidemment y venir, mais on ne peut pas ne pas aussi parler avec vous de pauvreté, car vous avez été l'homme, après avoir été responsable de la société Emmaüs, dont le fondateur était l'abbé Pierre. Vous avez été haut commissaire aux solidarités actives et donc on peut vous attribuer la paternité du RSA. Ce sera intéressant de voir avec vous l'efficacité ou non de cette mesure. Et aujourd'hui, vous présidez l'Agence pour le service civique. Qu'est-ce que c'est que ce service civique? Est-ce que ça marche? Est-ce que les jeunes vont vers le service civique? Donc ce sera aussi une occasion d'en parler avec vous. Peut-être un mot d'abord, on y reviendra ensuite sur les aspects plus personnels, plus familiaux de ce livre. Chez les Hirsch, on n'est jamais ministre, on est commissaire ou haut-commissaire. Et donc vous vous êtes vraiment mis dans les traces de vos anciens. Oui, sans les respecter complètement, mais effectivement, j'ai un grand-père qui a eu un destin assez particulier, puisqu'il il travaillait dans une entreprise de chimie jusqu'en juin 40. Il entend De Gaulle, il parle le 18 juin par un petit rafio, il rejoint De Gaulle, il s'occupe du ravitaillement à Londres, il y rencontre Jean Monnet, fondateur de l'Europe, et il devient l'adjoint puis le successeur de Jean Monnet. Et De Gaulle lui propose en 58 de rentrer au gouvernement, de rentrer comme ministre des Finances. Oui. Et mon grand-père refuse en disant c'est un coup d'État, je ne vais pas accréditer ce coup d'État. Et à l'époque, pour déjà, les médias disent Étienne Hirsch est rentré au gouvernement. Et donc affolement chez toutes celles et tous ceux qui pensaient qu'il n'y rentrerait pas. Et ce que je raconte, parce que ces histoires sont à la fois anecdotiques, puis c'est une partie de l'histoire. Mon grand-père était avec Antoine Pinet, quand même dans des réunions où il y avait les ministres et le général de Gaulle. Et comme il était légaliste, il n'appelait pas le général de Gaulle mon général, mais monsieur le président. Oui. Et ce qu'il raconte-t-il faisait sursauter le président de la République. Effectivement, j'ai pensé à ça, et quand je me suis retrouvé dans ce dilemme, qui est personnel, mais quand le président de la République, Nicolas Sarkozy vous dit, propose d'entrer au gouvernement. Voilà, vous rentrez au gouvernement. Je lui dis mais non, c'est pas la peine, j'ai pas spécialement envie, j'ai pas voté pour vous, etc. Mais dans ce cas-là, si je ne fais mal le RSA, vous serez disqualifié pour me critiquer, puisque je dirai à tout le monde, je lui ai proposé de venir le faire, il n'a pas voulu. Donc c'est un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, c'est le moment de survie, on cherche en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait mon grand-père? Ah, il avait un titre qui est quand même très particulier, et hop, on dit, ok, je rentre au gouvernement, mais je ne serai pas comme les autres. Voilà. Alors vous êtes en effet un souvenir aujourd'hui de ce qu'a été la première période de Sarkozy, qui était la période d'ouverture. Il y avait vous-même, il y avait Bernard Kouchner, évidemment, dont vous avez été le directeur de cabinet quand il était ministre de la Santé, il y avait Jean-Pierre Jouyet aux Affaires européennes, etc. Vous, c'était la pauvreté. Alors, parlons un peu de pauvreté justement, puisqu'on est dans une période où le Secours catholique d'ailleurs vient de donner des chiffres, qui sont des chiffres évidemment très alarmants. Et j'aimerais bien avoir votre analyse parce que au départ, donc, quand Nicolas Sarkozy vous confie cette fonction, c'est pour créer le RSA qui est présenté comme l'arme contre la pauvreté, pour faire reculer la pauvreté. Alors, est-ce que le RSA aujourd'hui a été utile? Ou bien est-ce qu'il a été ensuite amoindri parce que peu ou mal appliqué? Ou est-ce parce que le phénomène de la pauvreté n'est pas réductible ou n'est pas soluble dans des mécanismes tels que celui que vous aviez imaginé? Alors, et ensuite mis en place. Le RSA a été utile. Il y a des centaines de milliers de familles qui ont vu leurs revenus, à côté de leurs revenus du travail, complétés par 100 ou 150 euros, 170 euros en fait en moyenne chaque mois
en plus d'un revenu du travail qui ne permet pas de vivre, puisque c'est travail à mi-temps ou travail à plein temps payé au SMIC avec des enfants à charge. Et donc, il faut rappeler ça. Oui. Quelqu'un qui gagne le SMIC, qui a 2 enfants à charge, vous divisé par le nombre de personnes, ça fait quelques euros par jour. Donc ces 150 ou 200 euros qui viennent se rajouter sont fondamentaux. Mais le RSA n'a pas été achevé. Et c'est à la gauche de le faire, c'est à François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Marisol Touraine, de finir le travail qu'ils avaient à même appelé de leur vœu. Puisque quand on discutait du RSA, la gauche qui n'a pas voté contre, qui s'est abstenue, disait « mais il faudrait aller plus loin, mais il faudrait le compléter, mais pourquoi vous faites la moitié du chemin et que vous ne serez pas assez efficace ?» Donc je trouverais ça très beau que la gauche complète l'autre moitié du chemin et que la droite l'approuve. Ça serait logique. De la même façon que quand Michel Rocard a fait le RMI, la gauche l'a fait avec l'approbation de la droite. Alors ce n'est pas simplement pour des calculs politiques, c'est juste que d'abord... la pauvreté est quelque chose qui nécessite des efforts dans la durée et une sorte de consensus entre les collectivités locales, l'État, les majorités, les oppositions. Le RSA, d'ailleurs, quand c'était expérimenté dans les départements, la droite et la gauche votaient pour les expérimentations dans le même sens. Mais on l'a fait qu'à moitié. Quand je dis qu'on l'a fait qu'à la moitié, l'ambition du RSA, c'était de rendre enfin notre système lisible. Je pense que vous-même, comme la plupart d'entre nous, si on vous demandait d'expliquer entre le RSA, la prime pour l'emploi, le mode de calcul des aides au logement, la prime de société, société, un maquis inextricable, voilà, dont on ne sait pas d'ailleurs qui arrive à être capté, des vrais pauvres, absolument, enfin de ceux qui sont vraiment en dessous des seuils que vous venez d'évoquer, et qui passent malgré tout entre les gouttes, parce que quand même, ce que l'on voit, oui, c'est quand même un nombre de plus en plus grand de SDF. C'est quand même, les chiffres sont alarmants, les chiffres donnés notamment par le Secours catholique sont alarmants. Donc il y a une montée de la pauvreté. Alors on sait que c'est la crise, mais en même temps on se dit donc tous ces filets laissent finalement passer des gens qui devraient être malgré tout protégés. Là, la situation qui est corrigeable et relativement facilement corrigeable. Moi, je passe mon temps en ce moment en audition puisqu'il y a la préparation de la conférence de la pauvreté en décembre. Donc, c'est de dire aux uns et aux autres, nous reconnaissons qu'on a fait que la moitié du travail. Donc, l'autre moitié, on pouvait écrire il y a 2 ans qu'effectivement, il restait des choses à faire, à simplifier. Par exemple, faire en sorte que... le grand paradoxe, c'est que ceux qui l'ont s'aperçoivent qu'ils ont donc ce revenu complété de 15 ou 20%, et beaucoup ne vont pas le chercher parce que c'est trimestriel, parce que la manière dont on tient en compte des pensions alimentaires quand on est divorcé, c'est ça, on a dû trop sophistiquer les choses, et donc il y a urgence à utiliser un argent qui est dans les caisses du Fonds de solidarité active, parce que... Oui, c'est ça que j'allais vous dire, parce que comment dire aujourd'hui il faut perfectionner le système, il faut le compléter, alors que l'ordre du jour, c'est la réduction des dépenses publiques. Mais oui, mais le RSA est une des rares réformes réforme sociale, pour laquelle on a prévu la recette qui va avec. Puisque, je le sais, puisque tout le monde m'engueulait à l'époque, on a créé une petite taxe sur les revenus du capital. Oui. Maintenant qu'il est à la mode d'aligner taxation sur revenus du capital, revenus du travail, on a créé une petite contribution d'1,1% qui rapporte entre 1,2 milliard et 1,5 milliard d'euros chaque année au Fonds de solidarité active. Et comme il y a un moindre recours, il y a du coup moindre utilisation de cette recette qui existe. Donc, pour une fois, les choses ont été prévues, point de vue financement. Ouais. Il y a juste à limer les targets des verrous, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est le travail de l'actuel gouvernement. Alors, s'il le veut. Oui, mais justement, quelle oreille vous prête-t-il? Parce qu'il y a 2 aspects. Est-ce que la pauvreté, finalement, il va y avoir une conférence, est-ce que ça va devenir vraiment un sujet ou non? Et puis, comment êtes-vous regardé vous-même? Parce que vous êtes d'une famille de gauche, vous-même plutôt à gauche. Vous avez donc travaillé avec Nicolas Sarkozy. Donc, pour une part des socialistes, c'est horreur, malheur. Et donc, est-ce qu'on continue de vous regarder un peu comme on regarderait un pestiféré, ou bien est-ce qu'au contraire, on considère que finalement, ce que vous avez fait n'est pas inutile? Comment, honnêtement, est-ce qu'on vous écoute ou est-ce qu'on vous regarde de travers toujours?
je ne sais pas bien, mais moi j'ai l'impression plutôt d'être regardé comme je les regardais quand j'étais au gouvernement. Vous remarquerez que j'ai passé 1000 jours au gouvernement. Je n'ai pas fait celui, regardez, j'ai viré ma cutie, vous pouvez voir, j'avais une cutie d'un sens et maintenant j'ai mis sur l'autre bras. Donc j'ai jamais été au gouvernement pour dire j'ai eu la révélation avec Nicolas Sarkozy, en fait la gauche se trompe, etc. On a travaillé ensemble. Pendant l'époque du gouvernement, quoi, je sais pas, il y a toujours des gens qui peuvent avoir des difficultés et que je comprends très bien, quoi. Moi, ça me choque pas qu'on se dise, comme j'aurais pas fait cela, je vois pas pourquoi je, je, m'impliquerais avec ce qu'il défend. Mais à l'époque, on travaillait très bien. La majorité des conseils généraux étaient à gauche et on réalisait le reste avec eux. Donc je pense qu'ils me regardent comme ils les regardaient. Quelle chance vous donnez-vous alors de réussir à compléter le dispositif? Ou quelle chance donnez-vous à ce gouvernement d'aller au-devant de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Mais plus d'une chance sur deux, parce que je pense que ils ont ce vrai souci. Puis en plus, ils travaillent. Hier, j'étais dans une commission où il y avait des bénéficiaires, les différentes associations, etc. Et c'était amusant parce que on a refait l'histoire. Quelles sont les racines et pourquoi est-ce que je parle des racines de l'engagement, mais les racines du RSA. Les racines du RSA, elles sont extrêmement simples. Est-ce qu'effectivement, on évite qu'une dame de cantine qui travaille quelques heures par jour dans une collectivité voit son revenu entièrement déduit de ses allocations? Ou est-ce qu'on admet qu'elle doit gagner plus que celle qui, à un moment donné, ne travaille pas? Et je pense que personne ne peut revenir là-dessus. Et donc, comme il y a aujourd'hui encore des contradictions dans le système, moi, je suis optimiste sur la manière dont ça sera amélioré et résolu. Alors vous êtes aujourd'hui aussi à la tête d'une agence qui s'appelle l'Agence pour le service civique, oui, qui a été aussi créée donc, par Nicolas Sarkozy, qui vous l'a confiée. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à Alors fait. vous allez nous dire ce que c'est que ce service civique, et puis si ça Non, recueille dans la jeunesse un écho quelconque. Je vais vous dire le pourquoi pas tout à fait, Oui. parce que nous sommes ici au Sénat, et c'est une proposition de loi sénatoriale qui est à l'origine du service civique. C'est le groupe RDSE qui a déposé une proposition de loi que le gouvernement a soutenue, que le président de la République a promulguée, etc. Donc c'est vraiment une construction d'ensemble. Mais c'est important que quelque chose qui soit destiné à la jeunesse, qui aujourd'hui fasse consensus, ça a été voté quasiment à l'unanimité, à partir d'une initiative sénatoriale avec le plein soutien du gouvernement. À l'époque, cette idée de service civique était soutenue par Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, comme elle l'est par François Hollande, qui quand même dans son discours d'investiture, moi j'en ai écarquillé les yeux, son discours d'investiture se termine par « et je relancerai la belle idée du service civique ». Alors pourquoi une belle idée? Parce qu'effectivement c'est une idée qui fait résonance dans les aspirations des jeunes. On a en ce moment, chaque semaine, quasiment 1000 jeunes qui commencent leur service civique chaque semaine. Hein, on avait réservé pour eux 10 000 missions début septembre, et donc elles trouvent preneur par paquet de 1000, j'allais dire, chaque semaine, et elles seront toutes prises. Alors, pourquoi ça leur plaît? Parce que vous avez, j'allais dire, deux catégories de jeunes, pour caricaturer un peu. Vous avez une catégorie de jeunes, que je connais bien, qui allait me voir quand j'étais responsable d'association, qui rêvent de s'engager. Ils ont envie d'aider, ils ont envie de se dépasser, ils ont envie d'aller à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux aider. Et cela, jusqu'à récemment, ils n'avaient pas de statut, pas de possibilité, pas d'indemnité, pas de cadre, pas d'accueil, pas de reconnaissance pour le faire. Maintenant, ils peuvent le faire, on leur dit pas non, on leur dit oui. Donc il y a cette catégorie de jeunes qui cherchent à s'engager, puis il y en a une autre. Oui, il y a une autre catégorie de jeunes qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas confiance en eux, pas confiance dans la société, et cela, on doit leur donner cette envie. Et c'est quelque chose qui est absolument passionnant. C'est, par exemple, on est en train, avec Valérie Fourniron, ministre de la Jeunesse, et Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, de voir comment on greffe le service civique sur la lutte contre le décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'un jeune qui a doublé 2 fois sa 6e, 2 fois sa 3e, qui au bout de 16 ans est dégoûté de l'école et dégoûté de tout, comment est-ce qu'on peut lui proposer
une mission de service civique qui s'inscrive dans une idée de raccrochage. Et je suis sûr que ça va marcher. Mais je vous interromps parce que vous disiez il y a 10 000 missions de service public, de service civique qui sont programmées. Mais c'est quoi ces missions? Ah, que font les jeunes? Voilà, est-ce que vous les avez préprogrammées? Oui, bien sûr. Et un jeune qui veut se tourner vers le service civique, comment fait-il? Quel est le chemin? Alors, il a un chemin extraordinairement direct. Il y a un site internet où il y a une sorte de catalogue de milliers de missions. Et il peut choisir en fonction de là où il habite, s'il veut le faire à côté de chez lui, est-ce qu'il préfère s'intéresser à l'environnement, à la lutte contre l'isolement des personnes âgées, à les économies d'énergie dans les quartiers, le sport, l'éducation, etc., etc. Donc il peut choisir cela. Ça s'appelle service-civique.gouv.fr et ils sont des 160 000 à s'être inscrits pour être tenus au courant de ce catalogue de missions. Et puis à ce moment-là, il choisit, il postule, et l'organisme d'accueil, qui peut être une ville, une association, une fondation, etc., des toutes petites associations, des très grandes associations, vont vérifier qu'il a des motivations, et non pas vérifier qu'il a des diplômes, et le faire accéder à une mission de service civique indemnisée. Ça dure combien de temps? 6 mois civique. minimum, Oui. 1 an maximum. Alors, 1 an maximum, c'est ce qu'on a voulu quand on a passé cette loi au Sénat, c'était de ne pas être dans un statut de volontaire à durée indéterminée. Oui. Voilà. Oui. Donc, finalement, les chiffres que vous donnez sont plus qu'encourageants. Les chiffres que je donne, qui sont d'ailleurs la réalité, font mentir toutes celles et tous ceux qui pensaient que les jeunes, ils ne veulent pas s'engager, ils sont paresseux, que si c'est volontaire, ça ne marchera pas, etc. Ouais. Parce que c'est des jeunes très divers. Et alors, ce qui m'intéresse, on parlait de ce livre dont le point de départ est une lettre que m'a adressée mon père et qui a fait que je m'engage. Nous, on s'adresse à tous les jeunes qui ont pas reçu cette lettre. C'est-à-dire tous les jeunes qui... voilà, moi j'ai eu cette chance-là, un père qui m'a dit si tu fais pas autre chose que le cursus normal, tu ne meubleras pas ta vie et tu ne justifieras pas ta vie. Et donc nous, notre objectif, c'est il y a des jeunes qui n'ont pas reçu cette lettre, ou il y a des jeunes qui ne savent pas qu'ils ont peut-être reçu sous une autre forme, une sorte d'injonction sympathique de leurs parents, de leur entourage, de leurs enseignants, d'aller donner un sens à leur vie. Et donc on essaye d'être l'auxiliaire qui catalyse cette envie de s'engager. Alors justement, le point de départ de ce livre, dont la notion clé, enfin, c'est un livre sur l'engagement, sur votre engagement, et puis sur ce que peut ouvrir comme perspective une popularisation de cette idée d'engagement, dont le service civique est un exemple. Il y a une lettre, j'allais dire, de votre père, faussement perdue, parce qu'elle est cachée dans votre serviette, vous ne la retrouvez pas. Donc elle est vraiment égarée, mais exactement comme Edgar Poe. C'est comme si vous mettiez en cause Edgar Poe, elle est aussi faussement volée. Oui, mais après, la mienne était autant perdue que après, volée. vous la retrouvez si facilement qu'on se dit, bon... Ah non, alors c'est sans trucage. Ce livre est écrit sans trucage. Ce que je raconte sur le fait que pendant des mois, j'ai été désespéré de l'avoir perdu, et que c'est le fait d'avoir écrit et répondu à cette lettre qui a fait que la cachette de mon inconscient s'est libérée, que la petite trappe s'est libérée, et que j'ai pu, mais vraiment, que mon inconscient l'a retrouvé comme dans ce livre merveilleux d'Edgar Poe. Donc parce que sinon, votre cursus normal, compte tenu de vos diplômes, de votre parcours, etc., c'est j'allais dire, c'est une sorte de voie royale. Et là, républicaine. Républicaine, si vous voulez. Mais en même temps, là, votre père vous rappelle ce qui est probablement une sorte presque, j'allais dire, d'ADN familial qui tourne justement autour de cette notion d'engagement, qu'on peut résumer dans une phrase qui est qui est une phrase de Jean Monnet, de fait. Dont votre grand-père a été évidemment le témoin et le compagnon, qui est, voilà, on a le choix entre être quelqu'un ou faire quelque chose. Et donc, de toute façon, vous, c'était l'obligation, au fond, de faire quelque chose. D'où l'engagement, et l'engagement du côté des plus pauvres, avec notamment l'engagement auprès de l'abbé Pierre et de la direction d'Emmaüs. Qu'est-ce que vous avez gardé comme... j'allais dire, comme souvenir et comme voilà, message d'avenir de ce passage-là, qui est quand même très, très formateur. Oui, j'ai gardé des souvenirs absolument fantastiques. J'allais dire que ce message sur l'engagement, c'est quelles sont les recettes d'engagement en période ordinaire. Donc, qu'est-ce que nous inspire des gens qui ont connu l'engagement en période
extraordinaire Période d'obligation, de guerre, résistance, etc., de ouais. guerre, etc. Là, on est dans une période ordinaire qui peut mal tourner d'ailleurs, hein. Oui. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que ce que nous ont transmis celles et ceux qui se sont engagés à ce moment-là, doit nous pousser à veiller à ce que nous ne soyons pas obligés de voir se disloquer tout ce qui a été construit sur ce fondement-là. Et alors effectivement, l'engagement, il est provoqué par des personnages hors du commun qu'on peut côtoyer, qu'on peut lire, qu'on peut connaître. Il n'y a pas besoin Oui. de les voir. On peut lire Gandhi et avoir, ou voir le film de Gandhi et avoir envie de faire quelque chose. On peut, moi je vois beaucoup de ces jeunes qui font leur service civique, qui voient des personnes âgées qui leur racontent des histoires, qui leur donnent envie de faire quelque chose, etc. Et donc la seule chose, c'est qu'il faut avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Il faut effectivement ne pas passer à côté des messages qu'on peut vous transmettre. Alors l'abbé Pierre, c'est fantastique, parce que l'abbé Oui. Pierre, Un personnage est absolument inouï, l'abbé Pierre. il est inouï, il le sait. Oui. Il en joue. Il en joue. Oui. Quand vous êtes à côté de lui, il dit ah, t'as vu, je suis un mythe vivant, ah, etc. Et effectivement, et il vous en contamine un peu. Mais quelle est la force d'un abbé Pierre? C'est pas ce qu'il fait avec ses mains. C'est comment est-ce qu'il électrise des personnes et qu'il les force à se dépasser avec des choses que d'ailleurs je recommande pas, c'est-à-dire à se mettre en danger eux-mêmes en disant mais lâche tout, lâche ta famille, lâche ton truc, etc. Va créer une communauté. Et je pense que l'engagement, c'est toujours une certaine mise en risque, un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on considère que son confort ne s'arrête pas à ce qu'on réalise pour soi-même et ses proches. On se met en risque pour quelqu'un avec lequel on n'a pas de lien d'intérêt, si je puis dire. On peut avoir un lien de passion, on peut avoir un lien de compassion, etc., mais pas un lien d'intérêt. Et cette contagion de l'engagement, elle me paraît nécessaire aujourd'hui et à la portée de tous. Je reviens sur un mot que vous venez de prononcer, qui renvoie à un chapitre assez extraordinaire de votre livre, qui par ailleurs fourmille d'anecdotes, notamment vous racontez la mort de l'abbé Pierre, vous étiez à son chevet au moment où il s'éteint, donc c'était un moment extrêmement fort, extrêmement émouvant. Mais sur le mot dislocation, vous avez un chapitre assez éblouissant sur ce qu'était l'Europe pour nous. Et puis arrive la crise, et tous les paramètres qui étaient positifs, hop, on s'aperçoit qu'ils peuvent jouer en sens inverse, et qu'en effet, l'univers de certitude démocratique dans lequel nous sommes peut tout d'un coup basculer. Et c'est vraiment cette analyse-là qui donne le vertige au sens propre du terme et qui fait mesurer l'extrême fragilité des choses. Ce qu'on pensait irréversible, moi, ce que j'étais le premier à clamer comme irréversible, on a construit l'appel à la démocratie, les droits de l'homme, la monnaie unique, une solidarité entre pays, etc. Donc jamais on expliquera à nos enfants que, attention, ces choses-là peuvent disparaître, elles sont acquises, et le sujet, c'est comment on les diffuse dans le reste du monde. Bien non, effectivement, on peut avoir des brèches, mais des brèches qui sont sérieuses, qui rendent plausible la dislocation, effectivement, qui rendent plausible que, ben voilà, il y a un pays d'Europe qui dépasse la ligne jaune sur la démocratie, l'Europe n'est pas capable de lui dire de rentrer dans le rang, et puis du coup ça fait tache d'huile, il y en a un deuxième, les frontières se brouillent entre les extrêmes, en revanche les frontières se redressent, Oui, la et on peut notion de revenir en frontière arrière. redevient d'ailleurs un marqueur. Absolument. Et donc, ma grande interrogation, je l'avais déjà à Emmaüs au moment du référendum de 2005, sur lequel, donc, compte tenu de mes racines européennes inconditionnelles, si je puis dire, je me disais, mais est-ce que ces référendums vont être... les gens bien installés sont pour le référendum, les gens pauvres doivent être contre. Et à Emmaüs, on avait travaillé là-dessus. Les compagnons d'Emmaüs, ils n'étaient pas contre. Ils n'étaient pas contre parce qu'ils mettaient tout de suite dans les traités européens la solidarité dont ils avaient bénéficié. Et on avait fait des choses absolument passionnantes. Les types à la rue avaient leur traité européen, discutaient, engueulaient d'autres qui disaient il faut voter contre en disant mais non, moi je suis venu d'Afrique, moi je suis venu de la rue, moi j'ai connu toute l'Europe de l'Est, etc. Et donc il faut avancer. Et je me suis dit pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'est pas capable de re-rendre l'Europe subversive. Il y avait une époque où défendre l'Europe, le mondialisme, c'était la plus grande subversion. Aujourd'hui, c'est le plus grand conformisme. Et donc, je rêve, et je vais
on passe un week-end à Berlin avec Cohn-Bendit début décembre sur ce thème-là, de re-rendre l'Europe subversive. Au lieu de dire vous aimez pas votre technocratie nationale, donc vous devez détester l'Europe puisque c'est ça au carré. De dire vous aimez peut-être pas votre technocratie, mais l'Europe c'est peut-être un moyen de la détruire au lieu d'en rajouter une couche. Et ça c'est pas perdu d'avance. Ça c'est pas perdu d'avance. Et c'est un sacré défi, assez intéressant. En même temps, le principal défi, c'est un peu à l'envers de vos engagements, Martin Hirsch, parce que le principal défi aujourd'hui, c'est la tentation en Allemagne, en France, en Italie du Nord, dans d'autres régions, de se replier sur sa propre richesse et de dire je ne la partage pas. La Ligue du Nord en Italie, c'est de dire le Nord ne doit pas payer pour le Sud pauvre. Le réflexe d'un certain nombre d'Allemands aujourd'hui, c'est de dire l'Allemagne riche ne doit pas payer pour la Grèce pauvre. Le ressort d'un certain nombre de gens en France, c'est la même chose. Et donc, c'est ça qui provoque au fond et qui fait adhérer à une sorte de repli national ou nationaliste étroit, alors que la nation ne peut peut-être aujourd'hui se perpétuer qu'à travers que dans un cadre plus large. Donc c'est un combat contre le vent malgré tout. Mais vous avez tout à fait raison, mais contre le vent, on ne met pas juste sa voile dans le mauvais sens pour se laisser emporter. Vous avez tout à fait raison, c'est ces forces-là qui expliquent les risques de dislocation qui sont absolument réels. Mais donc, comme ce n'est pas une poignée d'éclairés qui vont lutter contre cela, c'est est-ce qu'on arrive à donner une envie, j'allais dire, populaire, tripale, d'une solidarité. Alors, je dis ça parce que moi je pense que chacun d'entre nous est traversé par des forces contradictoires. Il y a l'égoïsme contre la générosité, l'envie de s'engager contre la paresse, l'envie de s'enrichir contre l'envie de partager, etc. Et l'éducation, la vraie politique, le militantisme, etc., sont faits justement pour que la bonne partie de votre cerveau triomphe sur la mauvaise partie, sans l'éliminer, mais c'est un combat permanent. Je trouve qu'en Europe, il n'y a qu'une seule partie du cerveau qui est flattée aujourd'hui, et donc c'est intéressant d'aller cultiver l'autre. Voilà. Donc ce livre est évidemment extrêmement riche, riche à la fois de souvenirs personnels, d'anecdotes, de réflexions très, très profondes, et donc qui se boucle sur une sorte d'utopie de l'engagement, une sorte de dire engagez-vous, mais en même temps on voit bien que c'est. Est-ce que vous croyez que c'est un fil qui peut mobiliser au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des clivages classiques? Oui, mais surtout, je fais un raisonnement. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de leviers qui marchent. On ne peut pas aller puiser dans les caisses de l'État, on ne peut pas aller puiser dans les caisses des collectivités locales, on ne peut pas aller puiser dans les caisses communes européennes, on ne peut pas aller recruter une armée de fonctionnaires en plus. Voilà. Donc il y a beaucoup de leviers qui ne marchent pas. Le levier de l'engagement est un levier, j'allais dire quasi gratuit, qui est partagé par tous. Et donc, il serait incompréhensible de ne pas appuyer sur ce levier-là. Voilà, donc c'est la conclusion de ce livre dont je recommande très chaleureusement la lecture parce que vraiment c'est une réflexion sur notre époque liée par la notion d'engagement. Merci Martin Hirsch. Merci. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent retrouver les propos de Martin Hirsch autour de son livre, donc intitulé La lettre perdue, c'est édité chez Stock, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsena.fr.